Les procès du siècle. Une série de rencontres imaginées et produites par le MUSEM. Cette morale ne nous convient pas. Saison 4, Oser l'utopie. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose. Réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction, les procès du siècle appellent à la barre les forces qui mettent en tension nos sociétés contemporaines et ouvrent un espace d'échange citoyen. Ça pourrait provoquer un tremblement de terre terrible. Cette 4e saison propose d'explorer les utopies concrètes et réelles, les nouveaux modèles à inventer pour avancer vers plus de démocratie, plus d'écologie, plus de solidarité. The world is waking up. Pour vivre mieux, ensemble. And change is coming, whether you like it or not. Les procès du siècle, saison 4. Oser l'utopie. 16 épisodes enregistrés en public dans l'auditorium du MUSEM. Épisode 1. L'écologie, un combat de riches, avec Sana Saïtouli, Axel Cuny et Paloma Moritz à la modération. Bonsoir et bienvenue à ce procès du siècle du MUSEM qui ouvre la 4e saison de ce cycle de conférences qui s'appelle Oser l'utopie. Une saison qui propose donc d'explorer les utopies concrètes et réelles, les nouveaux modèles à inventer pour avancer vers plus de démocratie, plus d'écologie et plus de solidarité. L'audience est ouverte. Alors aujourd'hui, c'est un fait qui est totalement oublié du débat public et ça fait des années. Beaucoup de personnes issues des classes populaires se sentent exclues des discours écologistes et ce, alors même qu'elles sont les premières victimes des effets du dérèglement climatique et de l'extinction de la biodiversité. Elles se débattent la plupart du temps entre la pollution de l'air, l'insalubrité, les canicules, la précarité énergétique, le manque d'espaces verts et la malbouffe. Ce sont des chiffres de 2015, mais 8 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire en France. Si on prend des chiffres plus récents, novembre 2022, près de la moitié des Français déclarent se restreindre sur les dépenses alimentaires pour des raisons financières. Dans les quartiers populaires, les taux de pauvreté sont bien supérieurs à la moyenne française et, on le sait, le changement climatique aggrave la vulnérabilité des populations les plus pauvres alors que leurs émissions sont 3 à 4 fois moins importantes que la moyenne du pays en général. Si je vous donne un exemple, en France, la moitié la plus pauvre de la population émet 5 tonnes de CO2 par an par personne, alors que les 10% les plus riches émettent 25 tonnes de CO2 par an par personne, donc 5 fois plus si vous avez fait le calcul. Donc d'une certaine manière, en fait, aujourd'hui, les classes populaires paient pour les autres. Et pourtant, ce sont bien elles qui ont le plus à gagner dans la bataille écologique et c'est aussi leur santé qui est en jeu. Alors comment les habitants des quartiers populaires peuvent-ils se fédérer sur les questions écologiques et climatiques, faire entendre leur voix, leurs projets ? Comment est-ce qu'on peut réinventer aujourd'hui une écologie sociale et populaire ? Comment l'écologie peut-elle faire sens et solidarité dans les quartiers ? C'est à toutes ces questions et peut-être d'autres que nous allons répondre dans la prochaine heure et demie. Les enjeux étant posés dans les grandes lignes, je me permets de me présenter rapidement. Je m'appelle Paloma Moritz, je suis journaliste, réalisatrice et je dirige le pôle écologie du média indépendant Blast. Pour échanger ce soir, j'ai donc le plaisir d'accueillir nos deux intervenantes que je vous demande d'applaudir très fort, Sana Saïtouli et Axel Cuny. Alors, Sana Saïtouli, vous avez cofondé Banlieue Climat avec Ferris Barka, qui est une association qui vise à fédérer, sensibiliser, inspirer les populations des quartiers populaires sur les questions environnementales et climatiques pour faire émerger leur voix et des projets locaux dans le débat public et aussi développer leur pouvoir d'agir. L'idée, c'est aussi de construire les bases d'une autre société plus juste et soutenable dans la continuité du slogan qui avait émergé pendant les Gilets jaunes, fin du monde, fin du mois, même combat. Axel Cuny, vous êtes coordinatrice Marseille-PACA Action contre la faim depuis son ouverture en mars 2020. Vous participez au développement de la stratégie de l'organisation en France qui a pour but de prendre en compte l'ensemble des facteurs qui participent aux inégalités sociales de santé. Action contre la faim agit sur les leviers d'accès à l'alimentation en provoquant des changements à 3 niveaux, opérationnel, territorial et national. Sana, je commence tout de suite avec votre première pièce à conviction. Ce sont des photos, on va les voir apparaître. Et vous me l'avez dit, ces photos, elles racontent la base de votre engagement. Est-ce que vous pouvez justement expliquer pourquoi ? Bonsoir à toutes et à tous. Quand tu nous as proposé de donner une photo, une pièce d'investigation, je savais pas trop quoi donner. Et en fait, ces photos, elles sont montées sur mon fil d'actualité de mon téléphone. Et en fait, c'est 2 photos qu'on a superposées. Donc, c'est l'histoire de Ferris et sa maman, qui est décédée il y a 1 an, et puis moi avec mon papa, qui est décédé il y a 20 ans. Nous deux, en fait, on s'est rencontrés il y a 2 ans, 2 générations complètement opposées, lui de Strasbourg et moi de Cergy.
Et donc du coup, m'a engagée depuis plus de 20 ans sur les questions de justice sociale et environnementale, avec un papa très engagé dans son quartier. Il avait cofondé l'Amicale des Mauritaniens en France, et très actif. Et il travaillait à l'époque à l'usine Peugeot. Et j'ai toujours connu, moi, mon papa malade. Et on s'est toujours posé la question de... pourquoi il était malade. En fait, il avait une tuberculose. On ne savait pas de quoi ça venait, etc. Et puis au fur et à mesure, on a compris que ça venait de son environnement professionnel, le fait qu'il travaille dans une usine, etc., etc. Ça reste au fond de moi, et je rencontre un jeune via TikTok, Ferris Barkat, on échange, on discute, et puis là on se dit mais qu'est-ce qui fait qu'on n'agit pas aujourd'hui sur ce sujet-là? Et puis on se dit ouais, mais les personnes qui parlent de transition écologique, ce sont les bobos écolos blancs, ce sont les bourgeois, les riches. Et à ce moment-là, Ferris en fait traverse une période très difficile. Sa maman, qui a peut-être 2-3 ans de plus que moi, venait d'apprendre qu'elle avait une tumeur au cerveau, et lui, son combat, c'était de sauver sa maman. Et le point en commun qu'on avait, c'était que c'était une maladie qui arrive comme ça, et finalement, il se sentait démuni. Et bon, bah, sa maman est partie il y a 1 an, et le constat qu'on fait, c'est qu'ils ont grandi à côté. Il y a une usine juste à côté de la cité, et on fait un parallèle. Et c'est là où on est encore, nous, en mode investigation, des années après, 20 ans pour moi, et Ferris encore aujourd'hui, où on se dit purée, mais qu'est-ce qui se passe? Donc on se dit, il y a une responsabilité qui est là. On y ajoute aussi la question de la qualité de l'air, de l'alimentation, de tous ces sujets. Et donc depuis, on a décidé de cofonder justement l'association Banlieue Climat, avec 2 autres cofondateurs, avec Abdelali de Banlieue Santé et Sefiu, qui est un artiste aussi. Et le point commun qu'on avait tous les 4, c'était aussi la perte d'un parent, ou encore Abdelali qui a son papa qui est malade d'amiante. Et à partir de là, la santé de nos parents a été le ciment de notre collaboration à échelle nationale, de se dire on ne peut plus rester inactif, on doit agir. Et ce qu'on ne voulait plus, c'était d'avoir un engagement descendant. On avait envie de science, de chiffres, on voulait comprendre. On s'est rapproché des scientifiques du GIEC, on s'est rapproché de chercheurs du ministère de l'Enseignement supérieur. Et ce qu'on a voulu aujourd'hui, et notre combat, c'est de se dire, nous, on a perdu nos parents, mais on veut sauver tous les parents des quartiers populaires. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai voulu raconter un peu cette histoire, parce qu'on est encore en pleine investigation pour sauver justement tous les papas et les mamans dans les quartiers populaires. Voilà, merci. Merci Sana. Avant de donner la parole à Axel, est-ce que tu peux raconter rapidement ce que vous faites concrètement avec Banlieue Climat, et finalement en quoi justement ça permet de faire face aux injustices, aux inégalités, mais il y a aussi une dimension que je trouve hyper importante, c'est cette dimension de l'émancipation que vous mettez beaucoup en avant. Alors ce qu'on a décidé de faire, une fois qu'on a eu tout ce travail de recherche et de reconnaissance auprès du ministère, c'est qu'on a créé le premier diplôme de la transition écologique. Donc c'est une journée, un diplôme, et c'est gratuit. Et l'objectif aussi de cette formation, c'est de permettre à des jeunes de pouvoir dispenser de cette formation auprès d'autres jeunes, afin de faire grandir ce flocon de neige. L'enjeu de la transmission et de l'enseignement et de l'école, parce qu'on a ouvert la première école populaire du climat à Saint-Ouen il y a 1 mois, c'était une façon aussi de posséder une école de la réparation et d'essayer de se dire comment on va trouver des solutions tous ensemble. Axel Cuny, tu me l'as dit quand on a préparé cette conférence, les gens ont faim. Et pourtant, la France a signé des textes internationaux qui reconnaissent le droit à l'alimentation, mais on peut vraiment se poser la question aujourd'hui de que fait la France pour garantir concrètement ce droit, alors que la faim et les inégalités progressent. Est-ce que tu pourrais nous résumer rapidement la situation sur la question de l'alimentation et de la pauvreté pour justement comprendre un petit peu mieux ce qui se passe et pouvoir ensuite plus tard aller un peu dans le détail? Oui, tout à fait. Oui, la France a faim et l'État peine à regarder en face cette problématique. On a laissé vraiment ce problème depuis les années 80 à Coluche et au Resto du Cœur. Et puis après, tu l'as très bien dit, à tous ces acteurs de quartiers de proximité, dont l'Après-M. Ce qu'on a tous et toutes constaté aussi, c'est des politiques de lutte contre la précarité alimentaire. Alors certes, mais pas du tout satisfaisantes, puisque totalement axées sur la lutte anti-gaspillage, et donc en promotion totale de la surconsommation, avec un système d'exonération fiscale incroyable des grandes et moyennes surfaces. Donc pour nous, ça, effectivement, c'est pas satisfaisant. Aujourd'hui, on devrait aller vers des réelles politiques publiques alignées, d'accès à l'alimentation, de qualité, suffisante, saine, choisie, pour toutes et tous, y compris pour les personnes les plus précaires. Ça nécessite un courage politique très fort. Ça nécessite d'aller travailler sur l'ensemble des politiques publiques concernées, protection sociale. Aujourd'hui, c'est pas normal qu'on ait encore à distribuer autant de denrées en France.
Hein, oui, c'est ce qu'on disait juste avant de préparer la conférence, c'est qu'à l'origine, quand Coluche crée les Restos du Cœur, ça a vocation à exister pendant à peine quelques années. Ça n'a pas du tout vocation à exister pendant longtemps. Et maintenant, on se retrouve en fait avec des acteurs de la société civile qui vont finalement remplir le rôle de l'État à sa place, et l'État finit par se reposer sur eux. On devrait avoir toutes et tous les moyens, alors issus d'un emploi, issus de la protection sociale, pour avoir accès de manière digne à une alimentation saine, durable, de qualité. Et on devrait, de l'autre côté, avoir une offre satisfaisante sur notre territoire. Je me mets au défi dans le 15e d'aller acheter des produits locaux bio, à part au marché de la Vis dont on va parler tout à l'heure, notamment. Donc effectivement, ça nécessite beaucoup de courage et ça nécessite d'impliquer les citoyens, les citoyennes, tout à chacun, y compris les citoyens et citoyennes issus des quartiers populaires, dans la construction de ces politiques publiques. Elle doit être basée sur les besoins. Et impliquer ces personnes, citoyens, citoyennes, à tous les niveaux, ça permet aussi de rééquilibrer le pouvoir et d'aller vers plus d'intérêt général. C'est comme si on avait oublié que l'alimentation, ça doit être un bien commun. C'est comme si on avait oublié que c'était un besoin de base sans lequel on ne peut pas vivre. Et justement, ce qu'on disait aussi un peu avant la conférence, c'est que finalement, le droit à l'alimentation, il n'est pas inscrit dans le droit français. Et la France est quand même signataire donc, de textes internationaux. Ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est un droit qui peut être revendiqué, en fait. Tout à fait, c'est un droit qui peut être revendiqué. Donc aujourd'hui, nous on appelle, et pas que nous, on appelle avec tout un tas d'organisations et d'associations à la création d'une loi cadre qui permettra effectivement de commencer à inscrire ce droit à l'alimentation dans le droit français pour en faire un vrai levier juridique d'accès à l'alimentation pour toutes et tous. Et ça veut dire aller travailler sur l'ensemble des politiques publiques, et notamment par exemple politique publique d'accès au logement et à l'hébergement. Je donne un exemple qu'on connaît pour certains et certaines dans la salle. On met à l'abri des gens à Marseille dans des hôtels dans lesquels il n'y a pas de cuisine. Est-ce que c'est une manière digne de mettre à l'abri les personnes les plus vulnérables qui appellent le 115 à la rue aujourd'hui? Alors justement, pour incarner un peu plus ce dont on parle, j'appelle à la barre un premier témoignage. Bonjour, je m'appelle Marie. Samedi dernier, j'étais à l'APM, à la commission d'enquête. Voici mon témoignage. Avant, on plantait nos légumes. Il y avait des jardins partagés dans les quartiers populaires. On faisait du troc, de l'échange. On allait à la rivière pour laver le linge. On faisait des courses au marché. On ne jetait rien, on donnait. On prenait soin de notre linge, de nos vêtements. C'était un investissement. On rapiéçait, on cousait. On avait le temps et on le partageait. On était pauvres, mais on était heureux. On n'était pas pauvres comme aujourd'hui. On transmettait notre savoir-faire de génération en génération. L'écologie, c'était notre économie. On ne faisait pas de l'écologie, on faisait des économies. On était écolo parce qu'on pouvait l'être. On pouvait aller cueillir les plantes comestibles. On vivait avec la nature. Après, il y a eu la production de masse, la robotisation, la perte des petits métiers et le chômage. De moins en moins de temps pour son plaisir. Des paillotes, on est passé aux maisons en dur. Et la modernité a amené la perte des traditions, du lien. On veut rentrer dans le moule, suivre la publicité, rejoindre la consommation de masse. Conclusion, chaque humain est complémentaire et compte à son niveau. C'est une chaîne et un effort commun. Il faut sortir des préjugés, faire changer les mentalités et que la société donne à chacun la possibilité de vivre dignement. Qu'est-ce que vous inspire ce premier témoignage ? Sana. Je voulais vraiment dire merci parce que c'est vraiment un témoignage très émouvant. Ça retrace vraiment ce qu'on vit dans les quartiers et l'humilité de retracer aussi joliment écrit. Un grand merci. Moi, ça m'a beaucoup ému de vous entendre un peu retracer les étapes, les valeurs qu'on peut avoir dans les quartiers et qu'on ressent aujourd'hui. Il y a vraiment la dignité qui ressort de ce témoignage et ce texte. Merci. Je suis vraiment émue et ça nous rappelle tout ce qu'on voit au quotidien dans nos quartiers. Et on se dit, à quel point on a encore du boulot, on a un combat à faire et on se dit qu'on est ensemble et on doit continuer d'agir, quoi.
Ouais, mais je veux bien aussi. Alors bravo, et c'est très touchant et ça mériterait d'être diffusé largement. Moi, j'ai juste envie de rebondir sur l'impact sur la santé mentale de ces questions d'accès à l'alimentation qu'on oublie, sur le bien-être, sur ce que ça représente aussi l'alimentation de lien social, de vie dans une famille, et donc de l'impact que ça peut avoir au sein même du foyer de ne pas avoir accès à une alimentation choisie. C'est essentiel. Et puis le deuxième élément que je retiens, c'est ce matraquage marketing aussi, qui nous amène vers une alimentation qui n'est pas forcément saine, et ça c'est bien dommage. Combien de pubs on voit pour alors ce nouveau marché au Vieux-Port de Marseille comparé à des pubs pour des grandes et moyennes surfaces ici à Marseille. Voilà, on a vite fait le compte. Justement, Axel, votre première pièce à conviction, c'est une vidéo qui montre une expérimentation justement concrète qui permet d'engager des transformations vers un accès pour toutes et tous à une alimentation saine et durable. Donc précisément, comment est-ce que Action contre la faim se bat pour rendre accessibles des produits de qualité dans les quartiers nord de Marseille? On regarde et puis après vous allez nous raconter. Donc ce marché, on l'a pensé pour qu'il soit accessible pour toutes et tous. On a la chance de travailler depuis quelques temps maintenant avec une association qui s'appelle Graines de Soleil, qui est aussi un chantier d'insertion et qui produit des légumes à 20 km de Marseille. Et donc on a développé tout un système de triple tarification. Donc ça peut paraître compliqué quand on arrive sur ce marché, quand on voit différents prix pour un même produit. Et donc effectivement il y a une tarification pleine, 100%, qui est le coût qu'on trouve sur n'importe quel marché en vente directe et qui permet aux producteurs d'être rémunérés à sa juste valeur et de vivre de son travail. Et du coup on a décidé de proposer aux habitants du quartier un tarif à moins 25%, ce qui permet aux habitants d'accéder à une offre de fruits et légumes bio, et enfin un tarif à moins 50%. Donc ça c'est accessible pour toutes les personnes qui bénéficient donc de chèques services et des chèques qui sont remis dans le cadre de la lutte contre la précarité alimentaire par des travailleurs sociaux. Donc Action contre la faim, on va prendre en charge la partie qui n'est pas payée par le consommateur et du coup pour garantir la pleine rémunération du producteur et de l'association. Alors, ce qui est dit d'ailleurs au début de la vidéo et qu'on n'a pas pu montrer, c'est que Marseille est une des villes qui a le taux de pauvreté le plus élevé de France, donc à 25%, alors que la moyenne nationale est à 14,5%. Mais sachant que dans le 15e arrondissement, par exemple, de Marseille, c'est 44% de taux de pauvreté, et dans le 3e, c'est 52% de taux de pauvreté. Axel, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu voilà, ce qui symbolise ce marché finalement et ce qui montre de tout ce qui est possible aujourd'hui pour améliorer l'accès à l'alimentation? Il symbolise beaucoup de choses ce marché. Et d'abord, je veux rappeler aussi que c'est un projet qui a été co-construit, c'est multi-acteurs, il y a plein d'acteurs qui ont pensé ce projet et plein d'habitants et d'habitantes également et qui continuent à porter réellement cette démarche. Il symbolise le lien entre l'accès à l'alimentation, l'accès aux droits, parce qu'on le voit peu, mais il y a en fait aussi une quinzaine d'acteurs qui viennent les jours de marché pour notamment proposer des services en direct ou de l'information sur leurs services. Pourquoi l'accès aux droits? Parce qu'il faut quand même se rappeler que lutter contre la précarité alimentaire, c'est avant tout lutter contre la précarité, donc viser l'autonomie des personnes via l'accès à une protection sociale ou à un emploi. Et puis le lien avec la place du village, ce qui se passe en fait de beauté dans un marché pour celles et ceux qui le vivent ou qui ont la chance de pouvoir s'approvisionner sur un marché. C'est la rencontre avec les habitants et les habitantes de son propre quartier, c'est la mixité sociale. C'est aussi pour ça que ce marché est pensé accessible à toutes et tous avec cette triple tarification, y compris à une tarification à 100%. Ça symbolise aussi l'action sur l'ensemble du système alimentaire, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on marche quand même un peu sur la tête. On a 18% des agriculteurs aujourd'hui qui vivent en situation de précarité d'un côté. Tu l'as dit, 8 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire, chiffre de 2015. Et puis là, on parle de plus de 11 millions de personnes en situation de pauvreté ici en France. Donc ça symbolise aussi ces démarches pour essayer l'idée de recréer un cercle vertueux. Quoi. Un cercle vertueux, oui, tout à fait. Et la nécessité également, quand on pense politique publique, on pense approche très globale, très générale, mais en réalité, l'approvisionnement, il se fait au plus proche de chez soi. Donc évidemment que ces dynamiques, elles doivent être pensées dans une approche très très localisée, très territorialisée, et impliquer les habitants et les habitantes pour que ces personnes même nous disent où mettre ce marché, et à quelle heure, et quel type de produit on souhaite y voir.
et quel type de service on aurait besoin d'y rencontrer lorsqu'on y va. Mais c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que justement, c'est ce que vous montrez, c'est que ce marché, il a été vraiment pensé de façon démocratique, pas en disant on va vous imposer quelque chose par le haut, mais en associant en fait en permanence les habitants aux décisions, et c'est presque une sorte de symbole démocratique, parce que c'est ce que tu disais, une place publique où il y a aussi justement des ressources pour mieux comprendre les accès aux droits qu'on peut avoir, les accès à la santé, avoir plus d'informations sur qu'est-ce que c'est l'alimentation durable. Donc c'est bien plus qu'un marché en fait. Tout à fait, c'est un vrai lieu d'expression. Et ça, on y tient particulièrement, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, hein. Il faut donner la parole aux personnes pour construire la politique publique. Alors, on a aussi impliqué les institutions en compétences, donc on travaille aussi avec des acteurs institutionnels sur ce marché, puisque là, quand on dit Action contre la faim finance, mais heureusement que ce n'est pas Action contre la faim uniquement qui finance la partie solidaire, c'est bien au pouvoir public de venir la financer. Et l'idée, elle est bien aussi de réfléchir à partir de cette action, preuve par l'exemple. Est-ce que ce type de marché peut être pérennisé, peut être réplicable? Comment on peut le faire tenir financièrement? Donc vous n'avez pas forcément la réponse aujourd'hui concrète de se dire ce que ce serait possible de faire ça un peu partout sur le territoire? Et heureusement que nous n'avons pas la réponse, puisqu'on a quand même une politique de non-substitution hein, chez nous, Action contre la faim. Donc heureusement que les acteurs institutionnels doivent... Vous n'êtes pas les pouvoirs publics, quoi. Exactement. Donc il est évidemment essentiel de réfléchir à cela à plusieurs, et puis de rassembler autour de la table l'ensemble des expertises, notamment producteurs RIS, acteurs de l'ingénierie sociale, acteurs de l'accès au droit, le centre social au cœur de toute cette dynamique et de cette ingénierie, etc. Oui, et puis de toute façon, c'est vrai qu'on se rend compte de toute façon sur les enjeux écologiques qu'à chaque fois qu'on parle de projets locaux, parfois de simplement avoir une initiative qu'on va mettre partout sur plein de territoires différents en faisant exactement la même, ça fonctionne pas parce qu'il y a des spécificités à chaque territoire qui vont faire que à un endroit ça va très bien fonctionner ce système et à un autre en fait il va falloir penser autre chose quoi. Alors justement en lien avec ces questions d'autonomie et d'alimentation, j'appelle à la barre un second témoignage que je vous demande d'applaudir bien fort. Bonjour, je m'appelle Yazid. Ceci est mon témoignage. En 1971, j'ai ressenti la ghettoisation, à savoir que je suis issu du quartier nord. J'ai compris alors qu'on avait été parqués dans des poulaillers parce qu'on faisait honte à l'État français. Nos parents étaient là juste pour construire et embellir la France. J'ai compris qu'on était seulement des outils. L'écologie m'est arrivée par thérapie, grâce à la maladie et à ma femme. J'ai dit à ma femme, ce dont tu as envie, tu me le demandes. Je te le fais si je peux. Elle m'a demandé des jardins. En février 2016, je me suis mis au service de la terre. J'ai proposé de mettre en place des jardins partagés. J'ai demandé au bailleur ICF Habitat qui m'a mis des espaces à disposition. Je me suis investi à fond pour oublier la maladie. Maintenant, ma relation avec la terre est passionnelle. En 2021, j'ai créé une association, Terre d'entraide et de partage. Les terres qui nous ont attribuées étaient polluées, mais je préfère manger ce que je sème plutôt que des tomates qui viennent du Maroc ou d'Espagne et qui sont pleines de pesticides. Aujourd'hui, il y a 20 parcelles à disposition, 16 parcelles pour les habitants, 3 parcelles associatives et une parcelle pédagogique. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de familles qui mangent grâce à nos jardins. Nous sommes en autonomie. Le système de la graine à l'assiette. Le surplus est distribué à d'autres associations et il y a aussi le partage avec les voisins. Cette aventure nous a apporté l'amour de la terre qui nous occupe et qui nous a permis d'oublier la maladie et qui remplit nos frigos. La terre, c'est comme un enfant. Tu lui donnes de l'amour, il t'en donne en retour. Merci beaucoup, Yazid.
Qu'est-ce que vous dites après avoir entendu ça? Parce que finalement, ça rejoint d'une certaine manière un peu aussi ce dont on parlait avant, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est des initiatives de la société civile, c'est des citoyens en fait qui prennent le relais de l'État dans beaucoup de quartiers pour offrir une meilleure qualité de vie aux citoyens, que ce soit justement avec des jardins partagés, des épiceries solidaires, des maisons d'écologie populaire, des associations. On voit qu'il y a quand même vraiment une énorme défaillance à cet endroit-là, et en même temps, il y a un enjeu d'autonomie et finalement de reprendre son destin en main. Moi, de ce que j'entends sur le témoignage, c'est la considération que nos parents n'ont pas eue et le combat qu'on a encore aujourd'hui. Et on doit continuer à se battre, mais c'est pas normal. Moi, aujourd'hui, je suis devenue maman et j'essaye tant bien que mal de continuer d'agir pour préserver déjà ma mère qu'il me reste. Et aujourd'hui, en fait, d'aller chercher des thérapies dans nos quartiers et d'agir et de continuer d'agir, je trouve que c'est incroyablement beau, et en même temps, je trouve ça injuste. Parce que le thème de la soirée, c'est l'écologie, un combat de riches. Mais en vrai, est-ce que les riches, ils sont en train de faire tout ce qu'on est en train de faire nous? On s'est sacrifié depuis toujours. En vrai, c'est pas normal. Nous aussi, on veut aller ici au bord de la mer, aller visiter l'île du Frioul, ou prendre du temps pour nous, avoir une maison secondaire, aller cultiver dans son jardin, sa terre ou autre. À quel moment on va réussir tous ensemble à s'entraider pour trouver des solutions communes en se disant que, ok, il y a un centre social qui tient à marcher, et je vois une maman qui témoigne de ce pourquoi elle va sur ce marché, etc. Ça m'a beaucoup touchée. Parce que je me dis, cette maman, elle a aussi envie de rêver, de faire de belles choses. Est-ce que dans une autre classe populaire ultra riche, cette même maman a ces préoccupations-là? Je suis pas sûre. Et comment on arriverait tous ensemble? Après, c'est peut-être oser l'utopie, c'est ça aussi le thème, c'est de se dire, là où on va réussir tous ensemble, c'est comment, et les pauvres, et les riches, et toutes les classes, on va réussir un minimum d'être à engagement égal et tenir le coup. Bon voilà, merci encore pour ce beau témoignage d'amour. Oui, c'est très beau ce que tu viens de nous dire, et bravo Yazid, c'est bluffant. Oser l'utopie, bah oui, c'est Yazid qui vient à l'Assemblée nationale et qui explique tout ça à nos députés et à notre gouvernement. Et oui, c'est ça, c'est de ne pas oublier que en fait, les aspirations à la consommation durable, notamment chez les personnes les plus précaires, sont exactement les mêmes que chez les personnes les plus aisées, et que les contraintes, elles sont ailleurs. Ça rappelle aussi le lien fondamental avec la santé, qu'on a vraiment tendance à laisser de côté, comme si on avait complètement oublié ce que ça faisait que de manger des boîtes de thon pendant un mois. Et je mets au défi toute la salle de le faire, en termes de santé, y compris de santé mentale. Et puis du coup, bah oui, effectivement, c'est aller, quand on disait tout à l'heure, s'appuyer sur les expérimentations existantes, c'est au lieu de stigmatiser les personnes les plus précaires, d'essayer de leur donner des leçons, d'essayer d'aller leur expliquer comment manger, comment cuisiner, c'est peut-être plutôt en fait s'inspirer de manière très humble de ce qui est fait, et notamment de ce que tu viens de nous présenter, Yazid. Sana, ta deuxième pièce à conviction, c'est une vidéo sur l'école populaire du climat qui a été créée par Banlieue Climat, dont tu as parlé rapidement tout à l'heure. On regarde et puis ensuite on commente. Poto, c'est une école. Qui crée des écoles? Qui ouvre des écoles? T'ouvres un compte en banque, t'ouvres une épicerie, t'ouvres pas une école. Aujourd'hui, avec fierté, nous sommes réunis pour inaugurer l'école populaire du climat. La première école populaire du climat, la première, sachez-le, la première. Ici, à Saint-Ouen, c'est un rêve partagé. C'est mon école. J'ai travaillé dur pour la construire. Il y a plus de 400 personnes qui ont envie de faire les choses. J'ai fait que pleurer toute la journée. Ça a été 2 ans de bataille, de combat. De voir Sana, moi, Abdelali, Sefiou réunis, déjà ça c'est fou. Tu rajoutes Laurence Tubiana, elle fout quoi elle? Ah ouais, Laurence tu nous kiffes, vas-y ça marche, c'est parti. Ah ouais, Karim Bouamran, tu valides, ça marche. Et ainsi de suite, plein de gens qui à un moment donné nous ont fait confiance. Mais la relève, elle est là. Sur le fond, on va être très exigeant. On va imposer notre propre légitimité parce qu'on va avoir les chiffres, on va être irréprochable, on va tout connaître. Donc on va travailler en collaboration avec des chercheurs, des scientifiques, avec les écoles, les collèges, les lycées, les habitants. Donc on a un enjeu aussi à former toute une délégation qui va se partir à Belém pour la COP30 en novembre 2025.
Est-ce que tu peux nous raconter très concrètement, au-delà de ce qu'on a vu dans la vidéo, ce qui va se passer avec cette école populaire? Quelle est la suite? Alors depuis le lancement de l'école, donc là on est en train de travailler sur la programmation de l'école. Là en fait on est en train de réfléchir. On n'est pas une école comme toutes les autres. L'idée c'est qu'on a des orientations, on a un sujet, c'est la question du climat, et l'idée c'est comment on va travailler ensemble sur la programmation. Donc là, on a créé une équipe pédagogique avec plein de profils complètement différents, avec des compétences complètement différentes pour essayer de proposer un programme le plus adapté à la réalité et qui puisse être porté par les premiers concernés. Donc nous, notre enjeu aujourd'hui, c'est fait par et pour les habitants. Et ça, c'est hyper important. Donc on fait ce travail-là en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur. On a un enjeu de travailler sur des diplômes reconnus. Donc cette école, on est en pleine co-construction. On est sur une expérimentation de 3 ans. Et on invite toutes et tous, ceux qui souhaitent s'investir de près ou de loin, de venir réfléchir avec nous, s'investir avec nous, et de même pouvoir créer des antennes dans d'autres villes. Donc si Marseille, vous êtes chaud pour nous accueillir pour une antenne, avec grand plaisir. Axel, ta deuxième pièce à conviction. Donc ce sont des affiches sur un chèque alimentation durable. C'est une expérimentation qui a eu lieu et qui a toujours lieu d'ailleurs dans le 93. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que ce chèque alimentation durable il fonctionne, ce qu'il a changé pour ses bénéficiaires et quel est l'objectif de façon un peu plus large? Tout à fait, vous en avez peut-être entendu parler de cette histoire de chèque alimentation durable. C'était une idée du gouvernement qui a été abandonnée, mais il se trouve que le conseil départemental du 93 voulait potentiellement quand même y réfléchir, parce que chèque alimentation durable, ça paraît comme ça simple, mais comment on fait pour aller potentiellement toucher des personnes particulièrement précaires et éloignées des services? Et ça, c'est en appui sur les acteurs, notamment de quartier, qui connaissent les publics qui sont éloignés des services. Ça se rallie aussi peut-être à une thématique dont vous avez entendu parler, qui est la sécurité sociale de l'alimentation, qui a une approche plutôt universaliste, qui va dire, bon, on va donner la même chose à tout le monde. Mais aujourd'hui, si on envoie une carte vitale de l'alimentation dans l'ensemble des boîtes aux lettres, est-ce qu'on est sûr que les plus précaires et les plus invisibles et les plus éloignés vont les recevoir? Bon, notamment, on a 6000 personnes qui vivent en squat à Marseille, si ce n'est plus. Vont-ils et elles recevoir ces cartes? Donc la question, c'est aussi de savoir comment on était sûr d'aller toucher les personnes les plus éloignées. C'est le parti pris de cette expérimentation. Et donc effectivement, là on a 1350 personnes sur 4 territoires dans le 93, là on est dans le 93, qui vont recevoir 50 € par personne par mois pendant 6 mois sur chacun des territoires. Et le système de bonification, c'est une incitation, c'est-à-dire qu'on n'oblige pas les gens à changer leurs habitudes d'achat. On leur propose une bonification lorsque ils achètent dans une enseigne qui est censée être durable. Voilà. Il y a énormément de questionnements autour de ça. Comment on cible une enseigne durable? Comment le prestataire, qui reste un prestataire privé, qui est Up, liste des enseignes durables? Donc vous voyez qu'en fait le levier, nous en interne, il est à différents niveaux. Il est poussé aussi les grandes et moyennes surfaces à être plus transparents sur qu'est-ce qu'ils ont de durable ou non dans leurs propres denrées proposées, comment un prestataire comme Up va lister ses enseignes, et puis après aller travailler sur réellement les barrières d'accès. Est-ce que en donnant cette carte et avec ce système de bonification qui donc, tu dépenses 10 € à la Biocoop, le 50% de bonification, ça te permet d'avoir 5 € supplémentaires. Voilà. Donc c'est 50% de bonification par rapport à ce qui est acheté sur du durable. On pourrait y revenir. Effectivement, est-ce que ça va changer réellement les habitudes alimentaires? Notamment, comment on fait quand on est sur un territoire qui n'a pas d'offre en alimentation durable? Et comment on fait du coup pour aussi également travailler sur des vrais questionnements avec celles et ceux qui le souhaitent, qui sont impliqués dans le projet, donc ces personnes qui reçoivent les cartes, des questionnements sur ces questions d'alimentation durable, rediscuter autour de la saisonnalité, faire du lien avec les productrices, parce que souvent on en est éloigné, on le citait aussi tout à l'heure, ça rejoint ce que disait Yazid, le retour aussi à la terre. Re-questionner aussi ces questions de santé, nutrition. Tiens, on a la possibilité d'aller acheter des produits un peu plus durables. Qu'est-ce qui pourrait aller avec mes besoins spécifiques? Donc c'est du pilote. Encore une fois, comme tout à l'heure, on veut alimenter la politique publique, on ne sait pas. Aujourd'hui, ce qui ressortira comme conclusion, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Mais l'idée, c'est vraiment de tester sur le terrain. On veut le déployer, allons voir si réellement ça a un impact positif pour les personnes. Et c'est pour ça qu'il y a aussi un système tout au long, évidemment, de l'expérimentation, d'échange avec les personnes elles-mêmes pour qu'elles nous expliquent réellement si ça change quelque chose pour elles ou non.
C'est d'ailleurs donc ce projet dans les 4 villes de Seine-Saint-Denis, il a coûté 2,3 millions d'euros, dont 1,5 million qui a été financé par l'État français. Et ce que tu me disais aussi juste avant, c'est que d'une certaine manière, si on prend aussi voilà, ce que vous faites à Marseille, ce qui est en train d'être fait là en Seine-Saint-Denis, on se rend compte que d'une certaine manière, ces projets-là ne peuvent exister que parce qu'il y a des acteurs comme les Restos du Cœur qui finalement gèrent l'urgence au jour le jour en quelque sorte. C'est ça qui est terrible, c'est que grâce à ces acteurs historique, d'une certaine manière, qu'on peut mener des expérimentations aujourd'hui. Évidemment que aller sur des approches comme ça, qualitatives, super, effectivement, on reste quand même sur un nombre de personnes qui est limité. Donc il ne faut pas oublier que de l'autre côté, effectivement, il faut continuer à soutenir financièrement et autrement les acteurs de la distribution de denrées tant qu'on n'aura pas engagé une réelle transformation du système avec un courage politique suffisamment fort pour attaquer les causes de la problématique de l'accès à l'alimentation. C'est pas tout de suite. Donc effectivement, il faut garder en tête quand même la nécessité de toujours avoir cette double approche et de ne pas venir non plus stigmatiser, montrer du doigt les approches classiques de l'aide alimentaire qui sont indispensables aujourd'hui. Alors on va continuer avec les sujets joyeux. On va parler un peu de greenwashing et des profits qui se font sur le dos de l'écologie ou même sur le dos des personnes finalement, avec un 3e témoignage que j'appelle à la barre. 3e et dernier témoignage. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Alina, de la Cité de l'Agriculture, qui est une association qui œuvre pour une justice agricole alimentaire. Mais c'est pas du tout en mon nom que je vais parler aujourd'hui. Ce soir donc, je serai devant vous, Édouard Dubufflet, président directeur général d'un groupe d'industrie textile qui marche très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être invité ce soir à votre petite réunion pour apporter mon témoignage écologique. Alors moi, je suis amoureux de l'écologie. Vous me direz, être chef d'entreprise, engranger de gros bénéfices, n'est-ce pas contradictoire avec une conviction écologique? Eh bien non. Justement, l'écologie, c'est mon combat. Tout a commencé pour moi en 2015. Je suis allée visiter la Grande Barrière de Corail, au nord-est de la côte australienne. Et c'était juste au moment de la COP21. Et là, en plongeant, en voyant et puis en touchant, vraiment de mes propres yeux, cette nature si belle, toutes ces espèces de coraux et de poissons aux 1000 couleurs, j'ai compris qu'effectivement, bon, tout ça pouvait disparaître, que notre monde était fragile et surtout que je pouvais le sauver. Alors en rentrant, j'ai convoqué un conseil d'administration et j'ai proposé que l'on change immédiatement le nom de notre groupe. On s'appelait alors Animal Textile et j'ai proposé qu'on se rebaptise Green Text. Alors, Animal Textile, pour l'histoire, est né du rachat de tous les cheptels de moutons d'Ouganda juste après l'indépendance pour faire des laines dopées aux hydrocarbures. Alors, la première action que j'ai mise en place, c'est les jeudis veggie, avec une sub du département. C'est une sorte d'apéro d'entreprise pour parler des nouvelles tendances alimentaires bio. Les aides européennes, là, y avait de quoi faire aussi. L'Europe, elle est à fond pour la bio. C'est assez complexe à monter un dossier, mais quand tu obtiens le label, c'est bingo. Il y a de la pure marge à se faire. Les mêmes écharpes, on peut les vendre 3 fois plus cher. On fait aussi des trucs un peu dans le social, genre trouver une aide pour sortir les pauvres de la fast fashion, des actions de sensibilisation, par exemple organiser une tombola pour que les pauvres puissent gagner des écharpes connectées. Bon. Pour être sûr que mon combat soit bien compris, j'ai appelé un vieil ami de la famille qui a racheté quelques chaînes de télé et 2-3 journaux. Qu'on parle bien de notre engagement dans les médias, parce que l'écologie, c'est avant tout mon combat. Merci beaucoup. Je crois que tout est dit. Alors c'est un vrai faux témoignage, mais évidemment il reflète une situation bien réelle, même 1000 situations bien réelles. En fait, ça paraît gros, mais c'est une triste réalité à échelle locale et même à échelle nationale. Je sais qu'à échelle locale, en fait, tu ne peux pas être une association apolitique qui veut juste œuvrer pour ton territoire. Il faut que tu sois forcément soit une alliée ou alors tu es l'opposante. Et du coup, on te ferme les portes. Et ça, c'est une triste réalité qu'on retrouve à échelle locale. Et ça, c'est pour des petits moyens.
rien, ne serait-ce que juste avoir une salle, un espace ou autre, il y a un genre de chantage qui s'impose et qui s'installe et qui n'est pas normal. Et du coup, il y a un truc qui est vraiment malsain, qui m'a toujours écœuré, moi, sur le terrain. Tout est un calcul politique, un calendrier, une stratégie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le calendrier, là, on est 2025, vous pouvez tout demander, c'est maintenant que ça se joue, parce que 2026, ils vont avoir besoin de tout le monde. Mais à côté de ça, ils vont faire des promesses, en tout cas. Après 2027, on va dire, il n'y a plus de sous. Et après, il y a aussi la réalité. C'est quand on veut aller chercher des financements. Moi, je prends notre exemple avec Banlieue Climat. Tout le monde pense que parce qu'on a des belles vidéos ou parce que Ferris fait des plateaux télé ou quoi, qu'on touche beaucoup d'argent. On a 2 financeurs, Fondation de France et ECF. C'est vraiment les premiers financements d'expérimentation. Donc, j'ai été confrontée. Donc, c'est un métier que je ne maîtrisais pas du tout. Donc, maintenant, j'apprends à aller ce qu'on appelle lever des fonds. Mais c'est un métier. Tout le monde ne peut pas lever des fonds. C'est-à-dire qu'avant même de comprendre le fonctionnement et comment monter un dossier, ça nécessite des compétences, du temps. On bataille au quotidien. Et moi, j'ai participé, et c'est le truc qui m'a marqué. J'étais à Annecy, il y avait la rencontre des différentes fondations et tout ça. Donc, on pitch, on présente Banlieue Climat, je ne vous mens pas. Tout le monde était en mode « Oh, on va vous soutenir, c'est trop bien, c'est trop beau et tout ». Il y a au moins 15 fondations qui sont venues me voir à la fin. Je prends les cartes et tout, je me dis, oh purée, ils vont nous aider. Après, j'ai fait le tri. Sur toutes les personnes qui sont venues nous voir, il en restait peut-être 6. Et sur ces 6, on a monté des dossiers. On y a cru. Et à la finale, on nous a dit, non, mais ça va être compliqué. Revenez nous voir en 2025, 2026. Et à côté de ça, on voit des structures qui sont formés, ils ont une équipe et c'est des gens qui sont ultra privilégiés en réalité. C'est pas des gens qui sont connectés avec le terrain et qui arrivent à lever, mais nous on parle de sommes, mais c'est des petits sous. Et là on voit des sommes qui sont astronomiques, c'est même pas équitable au niveau de la répartition. Et aujourd'hui il y a un gros travail à faire là-dessus. Et après je vais finir là-dessus. J'ai été invitée pour aller justement former des hauts fonctionnaires d'État. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de se dire, c'est ces gens-là qui doivent justement nous aider à avoir des financements pluriannuels, d'essayer de faire en sorte que des associations puissent être référencées. Qu'il y ait des subventions qui soient pérennes, quoi. Et aussi pluriannuelles, type ANCT, etc. Et là, en fait, si c'est pas une volonté politique, en tout cas si ça vient pas d'en haut, de se dire, aujourd'hui, il y a des associations d'utilité publique qui sont là, qui font un travail avec de l'impact, ça va être hyper compliqué et on continuera toujours à batailler et à faire avec le peu de moyens qu'on a. Et il y a un dernier truc, et c'est une réalité, c'est au-delà du réseau, ça marche, c'est dans des dîners que ça se passe. C'est-à-dire que nous, on fait des réunions, et tu sais que le soir, il y a des dîners. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des dîners cachés. Mais nous, on n'est jamais invités dans ces dîners. Et donc, du coup, mais c'est là que ça se passe. Donc, en fait, la journée, on fait les réunions, on pense qu'on passe en commission et tout. Mais en fait, le soir, ça se passe dans des dîners, dans des rencontres. Et quand tu t'habites de l'autre côté du 95 et que tu dois prendre le RER pour aller chercher tes enfants, mais tu n'as pas le temps d'aller dans ces dîners-là. Et ça, c'est une triste réalité. Et c'est le combat qu'on doit avoir au quotidien pour mettre de la transparence, de l'éthique dans ces financements pour qu'elles soient redistribuées aux gens qui font le taf de terrain. Voilà. Axel, je t'ai vu noter après le témoignage plein de choses frénétiquement. Ouais, frénétiquement. Mais déjà, oui. Bon, tu vois, ce découpage qui est complètement indécent, c'est aussi lié au fait que c'est jamais basé sur des besoins. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est que sur de l'effet d'annonce. On a souvent, comme ça, là, une des institutions qui va dire « Mais moi, je mets 1,5 million sur la table. » Qu'est-ce que c'est 1,5 million ? Est-ce que tu as chiffré combien il fallait pour répondre aux besoins de ton territoire ? Ben non, ça on le fait beaucoup nous à l'international. On va évaluer l'ensemble des besoins, on va chiffrer combien ça coûterait, et puis on va dire aux financeurs publics, aujourd'hui, ce que vous avez mis sur la table, ça représente 40% de ce dont on a besoin pour couvrir les besoins, 50%. En France, ça se passe jamais comme ça. Donc on est vraiment sur l'effet d'annonce. Donc moi, ça me faisait beaucoup penser à ça. On va en finir avec la lutte contre la précarité alimentaire. Envoyons 50 paniers bio. Bon, super. Voilà, donc ça, c'est assez terrible. Cette histoire de passer sa vie aussi à répondre à des appels à projets. Je ne sais pas si tout le monde est vraiment connaisseur ou connaisseuse de la question, mais on a cette problématique de la subvention annuelle. Donc, chaque année, on la redemande. On ne sait jamais si elle va être reportée ou non. C'est un temps de dingue qui n'est pas passé sur le terrain, qui n'est pas passé dans ces instances de coopération, etc. Et puis, dernier point, atteinte aux libertés associatives. Je veux dire, clairement, là, on est aussi dans ce climat-là. Aujourd'hui, on peut te couper du jour au lendemain les subventions, c'est du chantage, c'est de la pression, on le voit sur le terrain. D'ailleurs, le défenseur et la défenseuse des droits existent, donc il ne faut pas hésiter à faire remonter ces situations quand on en est témoin.
Et donc même quand on essaye d'avoir une approche basée sur les besoins et les droits, oui, on va nous opposer que ça devient presque subversif de parler de droits fondamentaux. Voilà, donc nous, c'est quelque chose pour lequel on se battra toujours. Et ça, c'est vraiment dans l'ADN des ONG, de rappeler qu'on répond à des besoins qui sont liés à des droits fondamentaux qu'on a toutes et tous reconnus. Alors j'espère que vous avez bien noté vos questions dans votre tête, parce que c'est à votre tour de jouer. Moi, je pense au triangle de l'inaction, et quand on vous entend, et quand on a entendu ce témoignage fictif, on a un peu l'impression qu'on ne peut rien attendre de l'État, et bon, on a un peu l'impression que les entreprises font pas beaucoup mieux, voire même abusent du système, et que du coup, le seul à pouvoir réagir ici, c'est la société civile, sauf que c'est sur des petits projets. C'est un peu ce que je ressors, je suis un peu déprimée là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez et comment est-ce qu'on peut faire en sorte, justement, faire bouger tout le monde, faire bouger l'État, faire bouger les entreprises, le secteur privé, etc. Ah non, alors le but, c'est certainement pas que vous repartiez avec tout ça, vous repartez avec une fissure d'espoir. Moi, je vois avec nos engagements et ce qu'on fait sur le terrain aujourd'hui, nous, on a témoigné, en tout cas pour ma part, la réalité, et qui est triste, malheureusement, mais si, avec tout ce qu'on a pu traverser aujourd'hui, les classes populaires, les gens qui galèrent au quotidien, on arrive à tenir, à se battre et à batailler. Justement, le truc à dire, c'est purée, il y a des gens qui font des trucs trop bien sur le terrain, de la société civile et tout, et en vrai, c'est pas leur boulot de faire ça. Ce que je veux vous dire, c'est que à travers les témoignages qu'on a pu faire aujourd'hui et nos parcours et nos expériences, il faut tout, mais pas partir déprimé. Parce qu'aujourd'hui, si nous, avec nos histoires, nos engagements et tout, on arrive à faire tout ça, au contraire, nous, on va avoir besoin de relais, de gens comme vous pour aller relayer et pour aller dire, voilà, on a rencontré des gens, des structures qui font des choses sur ce terrain, c'est comment on va réussir à s'entraider pour faire ce lien-là. Merci infiniment à toutes les deux d'être venues à Marseille pour témoigner, ou en tout cas pas venues à Marseille, mais de vous être déplacées jusqu'au MUSEM. Vous pouvez encore les applaudir. Cette séance a été enregistrée le 18 novembre 2024 avec la participation de Sana Saïtouli, Axel Cuny et Paloma Moritz à la modération. C'était le podcast Procès du siècle. Oser l'utopie. Une proposition conçue et mise en scène par le MUSEM. À la modération, Rokhaya Diallo, Nora Hamadi, Anne-Cécile Bras, François Saltiel, Thomas Legrand et Paloma Moritz. Pour les commissions d'enquête, Fabienne Julien et Grégoire Ingold. En partenariat avec Libération et So Good. Avec la complicité de l'Après-M et de Je crains des gains, journée pour l'élimination des violences faites aux femmes et minorités de genre. Réalisation, Copie Carbone. Rendez-vous sur le site du MUSEM pour plus d'informations sur la série et les pièces à conviction. Et retrouvez l'ensemble des épisodes de la saison sur votre application de podcast habituelle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.